Je m'appelle Amandine Blard. Je suis Head of SEO chez Motoblows. Donc, ça fait déjà 6 ans que je fais ce métier-là. Chez Motoblows, de façon depuis plus récente, ça fait seulement 1 an et demi que je suis dans cette boîte-là. Avant, j'étais plutôt dans l'univers de la bière. Mais j'ai toujours été dans le SEO e-commerce et j'ai toujours adoré ça. Pour moi, je ne me vois pas travailler autrement que dans une entreprise. Pour moi, c'est très, très important qu'il y ait toute cette ambiance, toute cette culture, toute cette identité-là qui me porte autour d'un projet. Et d'ailleurs, pour vous parler un peu de Motoblows, parce que c'est une entreprise qui me tient énormément à cœur, euh, voilà, on a un bon site e-commerce quand même. Enfin, on a plusieurs sites e-commerce même européens qui sont spécialisés dans tout ce qui est équipement moto, pièces et accessoires moto. Voilà, donc le but, c'est vraiment de rendre accessible toute l'offre aux motards. On est du coup présent en France, en Espagne, en Italie, dans le Benelux, mais on a aussi plein de sites un petit peu partout en Europe. On est une très grosse bande de 140 collaborateurs passionnés par la moto, mais aussi par la fête. Et d'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais juste en face de moi, il y a toute la préparation du Summer Challenge qui se fait, qui est un très gros event chez nous chaque année, où voilà, on fait la fête, on se déguise, c'est un team building géant sur le thème du carnaval cette fois-ci. Donc voilà, là, vous me voyez habillée normalement, mais dans 30 minutes, je serai en mode carnavaleuse de Rio, vous ne me reconnaîtrez pas. Et puis, voilà, on aime faire la fête et on a de quoi parce que ça fait déjà aussi 20 ans que notre site il existe, 20 ans. Du coup, on a fêté l'anniversaire, on a fêté tout ça et on compte encore durer très, très longtemps avec nos clients. Donc, on a quand même quelques magasins. On n'est pas que en ligne, donc on a 2 magasins dans le nord, vu qu'on est situé vraiment à Carvin, à quelques kilomètres de Lille. Et on a un petit magasin aussi à Tours, mais le but quand même, c'est de développer un réseau. Donc d'ici 2030, notre patron, Jérôme Dalidé, que je salue également au passage, prévoit une expansion à une 50aine de magasins supplémentaires partout en France. Donc peut-être que bientôt, il y aura des Motoblows à proximité de chez vous. Je pense qu'on devrait être à peu près à 30. Donc on va pouvoir commencer à peu près à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ma stratégie éditoriale que j'appelle le flocon. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, je ne trouve pas ça sur Internet ». C'est normal, vous ne trouvez pas ça sur Internet, c'est le nom que je lui ai donné, pour la simple raison que j'adore imager les concepts, les choses que je fais en SEO, parce que c'est la réalité aussi de l'annonceur, c'est qu'on se retrouve en entreprise avec des gens qui ne parlent pas SEO, qui ne connaissent pas du tout notre métier. Et du coup, pour aider à comprendre justement tous ces concepts-là, pour mieux les expliquer, j'utilise toujours des images. Donc la maison pour expliquer les piliers du SEO, l'arbre pour expliquer le crawl. Et du coup, là, je vais vous montrer le flocon pour vous montrer un petit peu la stratégie éditoriale et comment je l'articule, comment je la structure. Enfin, je dis comment mais en réalité, comment on, parce que du coup, maintenant, on est plusieurs au sein de l'entreprise à l'appliquer. On a toujours des super résultats et on les verra d'ailleurs tout à l'heure. Alors, je vous rassure, ma méthodologie de stratégie édito, on ne réinvente pas non plus la roue. On reste quand même sur une base de cocon sémantique quand même très basique. Donc, j'ai passé assez vite quand même sur les premières étapes parce que logiquement, tout le monde maîtrise quand même assez bien. Donc, la première, déjà, c'est choisir son cluster de mots-clés. Donc, un cluster, c'est vraiment une thématique, un groupe de mots-clés qui sont quand même tous reliés. Et en fait, on va en choisir un. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire un shotgun. Un shotgun, donc c'est une expression qu'utilise également Amandine Barr, que vous devez également bien connaître si vous êtes sur LinkedIn. C'est-à-dire, on va prendre un cluster, une thématique, on va la bosser. On va la travailler à fond, mais jusqu'à s'en dégoûter. Alors après, vous devenez un expert dans le métier, mais c'est au point où, au repas du dimanche midi avec la belle famille, vous êtes incollable, vous avez de quoi vous la péter. Mais quand même, à la fin, vous en pouvez plus. Moi, mon premier cluster que j'ai fait comme ça en shotgun, je me souviens à l'époque chez Sverbière, c'était la bière sans alcool. Je n'en peux plus de la bière sans alcool, je ne peux plus la voir. Mais je sais tout à propos d'elle. Donc voilà, vous décidez déjà de votre thématique que vous allez du coup explorer à fond.
Mais vraiment, même dans toutes les sous-catégories, et cetera, vous y allez à fond. Alors pour la choisir, vous pouvez faire du coup par rapport à vos choix business. Donc si par exemple, vous avez remarqué que sur telle catégorie de produits, vous perdez en croissance, enfin voilà, ça commence à être compliqué, vous pouvez choisir celle-là. Ou si au contraire, vous voyez que là, il y a un potentiel, vous avez une opportunité que vos concurrents ne sont pas, allez-y, faites-le, saisissez-la, parce que vous allez avoir l'avantage d'être pionnier du coup dans le domaine et de mieux vous référencer. Une fois que du coup vous avez choisi ça, vous allez faire toute votre phase d'études sémantiques. Donc jusque-là, on passe vite fait. Vous allez utiliser des outils comme SEMrush, Ahref, Ubersuggest, peu importe exactement votre outil. L'idée, c'est de déterminer un peu toute la liste de mots-clés que vous allez chercher à cibler, comprendre également au passage quels sont les besoins de recherche de vos internautes par rapport à cette thématique. Et derrière, une fois que vous avez déterminé ces mots-clés-là, vous allez prendre vraiment que les mots-clés qui sont vraiment informationnels. Celles pour lesquelles vous dites, si j'étais internaute, à la place de mes clients, j'aurais tapé ça, je me serais attendu dans ces cas-là à avoir une page de blog ou une page de forum, bref, quelque chose vraiment qui corresponde en tout cas au format de votre blog. Une fois que vous avez du coup vos mots-clés, à côté, vous allez chercher à identifier les questions que les clients se posent le plus fréquemment par rapport à ce sujet. Et pour ça, j'ai 2 outils qui sont super, c'est Answer the Public et Also Ask. Tous les 2, ils sont gratuits. Vous pouvez les utiliser entre 2 et 3 fois par jour. Et du coup, voilà, vous avez juste à taper votre requête cible, donc 2, 3 mots maximum, parce qu'encore une fois, on parle plus d'une thématique, donc il faut vraiment que ce soit assez global. Et là, du coup, ils vont vous fournir mais vraiment la totalité de toutes les questions que les gens y se posent. Et à côté, vous pouvez également consulter Google avec ces People Also Ask. Donc, si vous voyez bien, en fait, c'est quand vous avez ces espèces de petites listes de questions où quand vous cliquez sur la flèche, du coup, ça déroule la réponse. Et plus vous en déroulez, plus vous avez de questions qui s'ajoutent. Ça, pareil, c'est un super moyen, du coup, de récupérer des idées de questions que les gens se posent fréquemment. Et en plus, l'avantage avec les People Also Ask, c'est que vous savez que ces questions-là, elles se référencent, vu qu'elles sont déjà sur Google. Et ensuite, une fois qu'on a notre étude sémantique et nos idées de contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les données. Donc, en croisant les données, vous allez obtenir quelque chose un peu comme ça. Donc là, je vous ai donné un exemple. Donc, c'était pour notre stratégie de case. Donc, pour chaque idée de contenu qu'on a été chercher du coup sur les outils vus précédemment, on a associé les mots-clés qui vont avec et, si possible, est-ce que j'ai déjà un URL qui est déjà aussi positionné dessus? Et vous allez faire la somme des volumes. Comme ça va vous permettre aussi d'avoir une idée de comment vous allez prioriser vos articles dans votre stratégie. Parce que des fois, on est pris par le temps. Des fois, en fait, on fait telle stratégie pour telle campagne et la campagne, elle arrive à telle date et puis par rapport à vos ressources, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas développer la totalité de vos idées. Là, l'avantage, c'est que du coup, vous savez exactement dans quel ordre vous devez les développer, quelles sont celles qui vont potentiellement vous apporter le plus de trafic et celles qui, à l'inverse, j'ai 1, 2 mots-clés à aller chercher, bon, c'est un petit peu faible, celles-là, je vais peut-être pas forcément les faire. Si j'ai pas le temps, au moins, celles-là, je les laisserai. Puis si un jour, j'ai de retour un petit peu de temps à dédier à cette stratégie, hop, je peux la reprendre là où je m'étais plus ou moins arrêtée. Ensuite, on va faire tout ce qui est partie mind map. Donc là, l'idée, c'est on va commencer un petit peu à structurer tout ce qu'on a, parce que donc c'est bien, on a toute notre liste d'articles, etc. Mais derrière, qu'est-ce que j'en fais? L'une des erreurs un peu classiques que je vois chez d'autres blogs, chez d'autres partenaires, c'est qu'ils ont tendance un petit peu dans leur stratégie éditoriale à faire un article sur tel sujet, un article par-ci, un article par-là, et ça manque de cohérence. Rappelez-vous toujours, en SEO, oui, générer du trafic, c'est bien, mais à l'origine, vous devez générer aussi du revenu. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'au centre de votre strat, il vous faut vos pages business. Donc, on va déterminer au milieu de toutes les pages, et je ne parle pas forcément que des pages du coup blog, toutes les pages de votre site, lesquelles vont être des pages cibles, c'est-à-dire vraiment au cœur de votre stratégie, les pages intermédiaires qui vont venir en support de ces pages cibles, justement pour apporter du jeu, pour apporter plus de consistance à ce contenu sémantique et le faire grandir, le faire mûrir et faire comprendre surtout à Google que vous êtes là pour lui parler de cette expertise, que vous allez lui donner régulièrement à manger là-dessus et que
vous êtes réellement expert là-dedans, donc il doit vous faire référencer sur cette thématique. Et après, il y a toutes les pages complémentaires que je juge personnellement un peu hors de cette stratégie, mais elles font quand même partie de votre site parce que tout ce qui est publié n'est pas forcément que dédié au SEO. Nous, on a quand même un service marque et communication qui a besoin de temps en temps également de faire des articles pour également faire vivre la passion de la moto à nos clients. Et du coup, on a énormément d'articles lifestyle, des articles aussi pour la notoriété, par rapport à ce qu'on fait également en interne chez Motoblues. On a également beaucoup de tests produits qui, voilà, d'un point de vue SEO, sont pas encore trop intéressants parce qu'il n'y a pas tant de recherche que ça, mais elles peuvent vous être utiles parce que, mine de rien, dans tous ces articles-là, vous avez des encres, vous avez des mots-clés également intéressants. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, au milieu de toutes les pages de mon site par rapport à la thématique, qu'est-ce que je vais mettre à chaque endroit? Alors, dans vos pages cibles, évidemment, vous allez placer toutes vos pages business. Donc, page catégorie, page marque, page campagne, mais également tout ce qui va être landing page. Donc, tout ce qui va être enclin à générer de la conversion. Parce qu'encore une fois, c'est quand même le cœur. C'est là où est tout l'intérêt quand même d'avoir un site e-commerce, c'est quand même de générer du chiffre d'affaires derrière et de la conversion. Vos pages intermédiaires, au final, ce seront toutes les pages que vous aurez identifiées dans l'étape juste avant, donc toute votre liste d'articles. Mais après, on va voir aussi également comment on structure un petit peu ces articles. Et ensuite, les pages complémentaires. Donc là, en général, vous faites un audit de ce que vous avez déjà sur votre site qui n'est pas forcément dédié au SEO. Et c'est là où vous dites, OK, cette page-là peut peut-être venir appuyer tel intermédiaire ou telle page cible pour venir un petit peu compléter pour tout ça. Et c'est bien important d'avoir vraiment votre objectif de cette façon-là dans votre stratégie éditoriale. Comme je vous l'ai dit, donc du coup, on a toutes nos petites pages intermédiaires qui viennent du blog. Mais pareil, deuxième erreur que je vois très fréquemment, beaucoup de sites ont tendance à mettre tous leurs articles un peu au même niveau. C'est-à-dire qu'un article est un article. Non. Déjà, gardez en tête que la SERP, donc les pages de résultats de Google, s'articulent de plein de façons différentes. Et du coup, moi, quand je commence une stratégie éditoriale, et ce que je dis à mes collègues, c'est toujours de se poser 3 questions qui sont essentielles. Où, quoi, comment? Où est-ce que j'ai envie que mon contenu se positionne? Quel contenu, quelle page je positionne à tel endroit et comment je fais? Quelle est la méthodologie du coup qui va me permettre de me positionner à cet endroit? Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur la slide, mais il y a des vidéos, il y a des liens traditionnels, il y a des people also ask, il y a énormément de typologies différentes qui, du coup, peuvent se placer. Et forcément, il y a certains titres d'articles qui ne seront pas forcément plus enclins à se positionner sur de la vidéo, sur de la PAA ou sur des choses comme ça. Et c'est là où, justement, on va rentrer dans la méthodologie du flocon. C'est de réussir à déterminer quels sont les différents types d'articles qui existent et comment, derrière, ça va venir structurer toute la stratégie de mes pages intermédiaires. La première typologie d'article qu'on a, c'est l'article primaire. Alors lui, en général, c'est un long article. Lui, son but, c'est vraiment de faire une introduction de votre thématique sur tous les angles. Et quand je dis tous les angles, c'est-à-dire que derrière, votre flocon peut avoir également des sous-thématiques à aborder. Donc là, dans l'exemple que je vais vous citer, on a fait du coup, il y a quelques mois, une stratégie sur les casques moto avec Manon, ou plutôt, c'est Manon qui a travaillé dessus en se basant sur cette méthodologie. Et le casque, c'est une grosse catégorie dans l'univers de la moto, parce qu'à côté, il y a plein de types de casques. Il y a les casques modulables, les casques intégrales, les casques jet, les casques cross, les casques vintage. Et du coup, imaginez que chaque branche qui est ici correspond du coup à une sous-catégorie de casques différente. Donc en soi, j'ai un article primaire sur le casque au global qui introduit le sujet, qui va parler du coup de toutes ces typologies de casques également différents et qui va redistribuer du coup vers les différentes sous-catégories, les sous-parties de ma stratégie. Ensuite, on va avoir des articles secondaires, voire tertiaires, qui eux sont plus spécifiques et qui permettent de couvrir également
différents aspects de la thématique. Parce que, encore une fois, l'article primaire, lui, il est très grand, mais dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il touche vraiment à tous les sujets. Mais du coup, tous ces sujets-là, vous avez peut-être encore de quoi les développer. Donc, vous allez en faire un article secondaire. Et du coup, au niveau de mon flocon, vous le voyez, par rapport, du coup, aux branches qui sont tirées par l'article primaire, les articles secondaires sont plus petits. Mais ils se touchent aussi. Ils peuvent avoir des liens entre eux, parce que forcément, des fois, d'une sous-catégorie à une autre, on peut avoir des interconnexions. Comme par exemple, entre le casque modulable et le casque intégral, forcément, on va retrouver tout le côté protection. Entre le casque jet et le casque modulable, on va retrouver tout le côté un petit peu plus aéré. Et du coup, voilà, il y a des petites connexions quand même, comme ça, en maillage, qu'on va pouvoir faire, du coup, entre les différentes branches de notre flocon. Et en fonction, du coup, de comment vous allez structurer tout ça, voilà, vous allez tout de suite, en fait, comme ça, vous imaginez, là, j'ai à peu près, je ne sais pas, telle quantité d'informations à fournir. Là, j'en ai une plus petite. Et ça, en fait, ça peut limite s'imbriquer, être introduit par l'article secondaire. Et c'est comme ça que, du coup, vous voyez un petit peu comment votre flocon, il va se construire. Mais on n'est pas encore au bout de notre flocon. On a encore des toutes petites branches comme ça. Ces petites branches-là, ce sont les articles PAA. En fait, ce sont des articles qui, eux, ont vocation à se positionner spécifiquement dans la zone des People Also Ask de Google. Donc, pour là, ce sont des articles très, 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 très courts. Eux, c'est vraiment... c'est un peu la même méthodologie que pour atteindre la position 0. C'est-à-dire, j'ai un titre et j'ai un article qui est très court. Ou alors, à l'inverse, je peux avoir un article un peu plus long, mais il faut qu'il soit vraiment structuré, très structuré avec beaucoup de sous-titres. Il ne faut pas qu'il y ait tant de contenu que ça parce qu'en fait, encore une fois, l'objectif de ces articles-là, c'est aller droit à l'essentiel pour vraiment réussir à se positionner sur ces différentes zones-là. Et ensuite, on va avoir l'article Hub. Alors, vous voyez ici, du coup, on a un petit rond qui s'est rajouté au centre de notre flocon. En fait, ce petit rond-là, c'est vos pages cibles. C'est pour vous rappeler, encore une fois, que toutes les typologies d'articles, tout ce que vous développez, a pour but derrière de servir vos pages e-commerce. Le but, encore une fois, c'est d'aller vers la conversion. Si on repense d'ailleurs à notre entonnoir de conversion en SEO, nos pages informationnelles, elles sont tout en haut. Nos clients, ils sont vraiment dans une phase de découverte. Ils ne savent pas encore exactement comment tout le cheminement qui va se passer dans leur tête pour arriver potentiellement à une conversion. Et le but vraiment de tous vos articles, c'est OK, on sait que tu es dans une phase de découverte, nous, on va répondre à tes questions, mais le but quand même, c'est de les emmener vers la prochaine étape qui est la considération, qui est considère mon offre, considère que j'ai un catalogue de produits à te proposer qui est quand même en phase avec les questions que tu as posées et qui va répondre au final à ton besoin. Donc, pour venir à notre article Hub, qui du coup, lui, réunit vraiment la totalité du flocon. En fait, si je devais donner vraiment, imager l'article Hub, c'est comme si je traçais un trait là tout autour de mon flocon. L'article Hub, il est un petit peu spécial, c'est-à-dire que lui, son but, c'est pas de le référencer. Lui, son but, c'est le maillage. En fait, vous allez intégralité toutes les pages de votre stratégie à l'intérieur de votre article Hub. Les cibles, les intermédiaires et même les complémentaires. En fait, l'objectif ici, c'est que vous maillez tout et votre article Hub, vous allez le positionner dans le footer de vos pages cibles. Pourquoi ? Parce que vos pages cibles, ce sont vos pages business. Donc, elles sont forcément très, très bien localisées dans votre arborescence. En général, elles sont en profondeur 1, profondeur 2, grand maximum. Et du coup, ça veut dire que ces pages-là sont régulièrement alimentées en crawl. Et l'une des problématiques, justement, des articles de blog, c'est le crawl. Parce que les articles d'un blog, tel qu'il est conçu, il va vous afficher, du coup, votre home et derrière, vous allez avoir vos articles qui sont triés du plus récent au plus ancien. Donc, quand votre article il sort, c'est bien, il est crawlé, mais après, quand vous en avez sorti 100 de plus, vos articles, ils sont perdus dans la pagination de votre blog, ils sont moins crawlés, vous perdez en positionnement. Cette technique-là de l'article Hub à placer dans le footer, il vous sert à ça. C'est-à-dire que peu importe derrière la quantité d'articles que vous allez sortir sur votre blog pour continuer à l'alimenter, vos articles seront systématiquement alimentés en crawl. En fait, du coup, tous vos articles
se retrouve minimum en profondeur 4. Donc, la profondeur, elle est quand même largement gérable pour toute votre stratégie et vous n'allez pas perdre, du coup, en position au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, du coup, ça donne quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, donc j'ai tous mes titres d'articles sur le côté. On définit avec Manon quel, du coup, article, quelle typologie il appartient. Et derrière, ça vous permet, du coup, d'avoir votre réflexion qui est faite autour du maillage interne. Vous savez exactement quel article doit être maillé avec lequel. Et du coup, vous savez d'avance, quand vous devez développer vos articles, il faut que je pense à mettre une encre qui mène vers tel article. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de notre méthodologie. Ou pas, parce qu'il y a encore toute la partie suivi de performance. Alors, nous, ce qu'on aime bien faire chez Motoblows, donc nous, on travaille beaucoup avec SEMrush, c'est qu'on ouvre un projet dédié, du coup, à la strat, et on va insérer tous nos mots-clés. Tous les mots-clés, je tiens à le préciser, on les insère avant le début des actions et la publication des articles. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet vraiment d'avoir une vue du début jusqu'à la fin de la stratégie et de gérer article par article s'il y a des modifications à faire pour pousser encore plus au niveau des performances. On fait beaucoup de test and learn comme ça avec Manon et ça nous a permis d'obtenir énormément de tips au niveau de la gestion de Discover, de ChatGPT, de tout ça. On apprend énormément de choses en faisant comme ça. Et en fait, pour chaque mot-clé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur attribuer des tags. Un tag égale un article de la stratégie. Donc comme ça permet vraiment de savoir quel article est-ce que du coup il a bien été pris, est-ce qu'il a bien été indexé, est-ce qu'il a bien été pris en considération et comment il avance du coup dans son positionnement. Et du coup en fonction de voilà, là il régresse, etc. Et on sait qu'à ce moment-là, on doit potentiellement retenter des petites mises à jour, voilà, des petites actions supplémentaires qui vont nous permettre justement d'atteindre des meilleurs résultats. Donc là, voilà, pour vous montrer rapidement, donc c'est quelques articles du coup sur lesquels on a placé des tags et du coup, chaque courbe correspond à un article différent, donc on peut vraiment suivre le suivi. Et derrière, donc du coup, pour vous montrer un peu, donc elle a choisi de faire beaucoup d'articles sur les meilleurs types de casques, par exemple, et elle a vraiment obtenu des super paires. Donc vous voyez, le meilleur casque modulable, on a quand même 24 mots-clés qui sont dessus. Au final, ça représente plus de 4000 de volume de recherche. Et en fait, elle a quasiment tapé les 90% de visibilité dessus. Voilà, donc on a identifié quand même certaines typologies d'articles qui fonctionnaient bien. Et en fait, en fonctionnant comme ça, on peut rattacher, on dit, tiens, ces articles-là, elles sont très similaires dans leur titre, dans leur composition. Et on voit que ceux-là, justement, ils prennent bien. Donc, on sait que là, on a des opportunités à aller chercher un petit peu plus. Et du coup, là, je vous ai promis des résultats. Voilà les résultats en question, du coup, qu'elle a obtenus en 4 mois. Donc, c'est une strat qu'elle avait, donc, elle avait élaboré le plan en novembre. Fin novembre, du coup, on avait mis en place le suivi. On avait commencé, du coup, à faire rédiger les articles par nos rédacteurs externes. Et du coup, voilà derrière ce qui se passe quand c'est très, très bien structuré, qu'on sait où on va et surtout quand c'est bien maillé. Là, on va dire, la dernière grosse croissance que vous voyez entre le 5 mars et le 12 mars, c'est l'effet article hub. Elle a fait l'article hub, elle l'a mis dans le footer et derrière, paf, ça explose littéralement en fait au niveau du crawl et de l'indexation. Et du coup, ça fait qu'on a dépassé le concurrent qui était le plus au-dessus de nous, qui est Speedway, qui est redoutable en éditorial. Et donc voilà. Donc elle a fait plus 30% de visibilité sur la thématique du casque en 4 mois et plus 12% des parts des voix parce que c'est aussi un autre KPI qu'on aime bien suivre parce que la visibilité, c'est bien, mais la part des voix, ça peut être bien également parce que dans la visibilité, c'est pas pondéré par rapport au volume de recherche, c'est que par rapport à la position. Donc la part des voix, elle peut être quand même encore plus parlante. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a fait du coup pour se hisser à la première place. Et du coup, au niveau forcément trafic, chez nous, qu'est-ce que ça a donné? On a quand même eu un pic de trafic sur la catégorie casse de plus 75%, les impressions plus 89% par rapport à l'année précédente. Et je peux vous dire que ça nous a quand même bien sauvés parce que sur la période où on a sorti cette stratégie-là, au niveau business, c'était un petit peu compliqué. Et le casque, c'est vraiment une de nos catégories qui
drive le business le plus. C'est vraiment notre catégorie la plus importante. Et du coup, en fait, l'éditorial a permis quand même de maintenir le trafic e-commerce derrière parce que on a du coup sur l'e-commerce on avait quand même perdu beaucoup de positions et ça a fait quand même un maintien en fait au niveau du trafic. Donc comme quoi en fait on a toujours tendance à vouloir prioriser absolument l'e-commerce, mais des fois si vous voyez qu'au niveau de l'e-commerce mais vous êtes vraiment arrivé au bout du bout de ce que vous pouvez faire, allez chercher avec le blog ce trafic supplémentaire. D'autant que il y a de plus en plus de problématiques liées au blog qui arrivent. Il y a toute la partie forcément chat GPT. Comment être visible du coup sur les moteurs d'IA demain? Ça passe quand même majoritairement actuellement pour le blog. Je pense que ça va encore énormément évoluer dans les années à suivre, mais il y a une grosse partie qui se passe sur le blog. Pareil au niveau des AI overviews. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'informationnel et l'informationnel, ça se passe sur le blog. Donc, c'est vraiment très important d'avoir vraiment cette dimension très globale pour votre client, de ne pas gérer que la partie e-commerce, mais de penser également du coup à toute cette partie informationnelle, répondre à toutes les questions de vos clients. Voilà, donc j'espère que la conf vous a plu. Je sors du coup de la présentation pour voir un petit peu s'il y a des questions ou quoi. Il y a beaucoup de questions. Mais avant ça, moi, j'aimerais te dire un grand bravo parce que on parle d'un sujet. Là, je pense que justement, il y en a beaucoup qui se rendent peut-être pas compte, mais d'un sujet ultra important. Là, pour le coup, j'avais le sujet, je savais à peu près de quoi tu allais parler. Mais en vrai, on se rend pas compte. C'est vraiment ouf. En vrai, là, c'est très bien. Et c'est quelque chose qui est primordial. Aujourd'hui, si on entend un peu ceux qui sont un peu sceptiques de tout ce qui se passe avec l'IA, oui, les informationnels, et ainsi de suite, c'est pas grave en vrai. Effectivement qu'on va perdre du trafic informationnel demain et ainsi de suite. Mais ce strat, ce qu'elle a expliqué, mine de rien, dans tous les cas, il va vous aider pour tout. Parce que justement, ça va vous aider pour le travail à l'intérieur de votre site, qui est primordial quand on travaille sur des requêtes très concurrentielles. Parce que là, on parle de casque et tout, c'est des requêtes très concurrentielles. Il faut appuyer là-dessus, hein, mais c'est vraiment à ça que ça sert. Et puis même après pour l'IA, parce que ces articles-là qu'elle a fait, on pourrait faire des tests peut-être, mais on n'en sait rien. Mais Je vais être honnête sûrement. avec vous sur. Il y a une typologie d'articles sur laquelle on a fait davantage de tests par rapport à l'IA pour voir si on ressortait davantage dans les recommandations. Donc, si quand les clients ils cherchent, je veux un casque modulable, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben, nos articles, ils remontent. Et en fait, Voilà. dans les produits qu'on a cités dans l'article, 4 sur 5 viennent de l'article. Voilà. C'était énorme. C'était C'est là que je énorme. voulais en venir. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment, faut vraiment appuyer sur tout ça. Et je pense que tu vas vraiment pouvoir surfer sur cette conférence que tu viens de faire. Et vraiment, là, tu as des belles choses à faire. La conf, elle est incroyable. Bravo à toi. Chapeau. Franchement, moi, j'ai adoré en tout cas. Tac, on va commencer. On avait. Tac, bon, on va les prendre dans l'ordre de toute façon, parce qu'on a un peu de temps. Vous mettez combien de temps environ pour réaliser un shotgun? Donc, ça, c'était ta question. C'était un de tes premiers slides. Ok. Voilà. Oui. Alors, ça dépend de la thématique que tu choisis. Il y en a certains qui sont très longs et d'autres qui sont très rapides. Donc là, par exemple, pour le casque, Manon, elle a pris 3 mois pour faire la stratégie, enfin l'élaboration plus toute la partie rédaction, publication. Donc ce shotgun-là, il a pris 3 mois. À côté, elle a attaqué les gants. Les gants, il a pris un mois. Donc en fait, ça dépend vraiment de la quantité d'articles que tu vas, enfin d'idées de contenu que tu vas trouver, la quantité de mots-clés et le temps aussi qui t'est dédié. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, des fois, tu es limité par le temps par rapport à la sortie de telle campagne. Et du coup, voilà. Mais ça peut, ouais, je dirais que le maximum que j'ai pris pour un shotgun, c'était 3-4 mois, je dirais. Et Mais là, c'est on est des sur des grosses, mais c'est thématiques des très grosses concurrentielles, thématiques. hein. Voilà, on est sur des thématiques très concurrentielles. C'est important de le Ouais. préciser. Euh, Tac. Ouais, on avait ça pour parler un peu de cannibalisation sur des sujets comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir. Comment tu fais attention à ça là-dessus quand tu fais tes choix de mots-clés et ainsi de suite? Je pense que c'est un peu ça la question pour pas que tu aies trop d'articles qui se marchent dessus. Déjà, quand moi je fais mon étude de sémantique, je recherche toujours à côté qu'est-ce que j'ai déjà positionné sur mon site. Et après, je dis pas que tout est infaillible. Ça, dans les tests qu'on a fait avec Manon, il y a des fois où on s'est trompé, où on s'est dit,
bah là, on fait 2 articles différents et puis finalement, on a vu qu'il y en a un qui bouffait l'autre. Bah, quand c'est comme ça, c'est pas grave. Tu remodifies celui qui fonctionne bien. Donc, la partie de l'autre, bah, tu l'inclus à l'intérieur du premier et tu fais soit une canonical, soit une redirection. Et puis, voilà. Après, en général, bah, tu le fais un peu au feeling. Tu te dis, bah, pour moi, ça, c'est vraiment 2 sujets différents. L'idée, c'est vraiment que tu aies 100% de la liste de mots-clés que tu aies réussi à répartir dans les différentes idées de contenu. Et des fois, ça arrive que tu aies juste des idées de contenu sans mots-clés et des fois, tu as des mots-clés mais sans idées de contenu. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, bah, si j'ai des mots-clés, c'est juste peut-être que l'outil ne l'a pas encore trouvé et du coup, je vais aller le fournir. Enfin, je vais fournir moi-même un titre en fait pour essayer d'aller cibler ces mots-clés-là. Autre chose aussi que je n'ai pas dit, pour trouver vos idées de contenu, si jamais vous avez l'opportunité de sortir des outils, de sortir du web, genre nous, on aime bien aller au magasin et on leur demande, voilà, on va travailler sur telle thématique, quels sont les questions que les clients te posent le plus souvent. Et une fois qu'on a les questions du magasin, on va au service client et on repose la même question. Et très souvent, c'est quand même assez similaire à ce qu'on a via l'outil, mais des fois, il y a 2-3 petits trucs qui sont très subtils, très spécifiques, et là, tu dis, bien vu. Bien vu. Ça, pour le coup, c'est vrai, on avait fait un webinaire avec Régis Stéphan là-dessus et on disait, en fait, votre e-commerce, dans l'absolu, il faut le traiter comme un magasin physique, hein. C'est vraiment la même chose. Et justement, des fois, bah, on cherche bêtement les questions sur Internet, mais en vrai, y a rien de mieux aussi que les questions qui sont posées en vrai dans les magasins. Et ça, c'est un vrai tip, franchement, c'est ultra pertinent. Dans le même esprit, on avait celle-ci, justement, un mot-clé par page. Donc ça, c'est ce qu'on entend partout et c'est plutôt vrai. Mais justement, est-ce qu'on peut le regrouper avec quelques expressions poche? C'était un peu ce que tu disais, voilà. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment que vous devez vraiment identifier au milieu de tous les mots-clés associés à votre article, quel est vraiment celui qui sera vraiment cible, que vous allez peut-être un petit peu plus utiliser pour vos titles, etc. Mais en fait, Google, il n'est pas idiot. Il est très bien capable d'identifier que toutes les expressions qui sont proches, ça va être des mots-clés secondaires. Et en général, vous allez les zapper comme ça. Et puis, encore une fois, c'est aussi tout l'avantage de faire la partie suivi de performance, c'est que vous mettez vos mots-clés en place, vous voyez que votre mot-clé cible, vous l'avez à telle position et les mots-clés secondaires, ils ne sont pas là. Bon, bah, c'est que dans ces cas-là, il faut appuyer un petit peu plus et vous allez faire les ajustements qu'il faut pour aller les chercher aussi. Vous n'allez pas réussir à tout avoir du premier coup. Vous aurez toujours des petits ajustements à faire, des petites perfs en plus à aller avoir. C'est ça, ça va être du test, hein, de toute façon. Quelque chose comme ça, c'est Oui. vraiment du test. Vous envoyez un peu de partout, vous allez voir comment ça réagit, vous allez vous adapter selon la situation. On a une question du fameux Emmanuel de l'anecdote du salon de la FEPSEM. Ah. La question, justement, sur tout ça, est-ce qu'on publie tout d'un coup? Nous, on publie plus au fur et à mesure que ça sort. Donc, en général, on est plus sur un rythme de 2 à 3 articles par semaine. Moi, j'aime bien aussi cette question de régularité parce que le fait de revenir régulièrement, d'apporter un petit peu plus de maillage au fur et à mesure, pour Google, c'est un bon indicateur parce que ça lui montre que vous avez envie d'être présent sur cette thématique sur le long terme. Donc, voilà, tout d'un coup, au fur et à mesure, moi, je suis plus partisane du au fur et à mesure. Mais voilà, je ne saurais pas dire si c'est vraiment meilleur que le tout d'un coup, pour être honnête. Comment on gère la hiérarchie des pages par rapport à ce flocon et le mind map par rapport à ce flocon? Bah, en fait, il suffit tout simplement de te poser la question par rapport à tel titre d'article, quelle est la quantité d'informations que je dois mettre à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt très global, j'ai beaucoup de choses à dire dedans, ou est-ce que c'est vraiment petit? Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu t'imprègnes de toute la connaissance que tu vas développer. Tu dis, bah, ça, vraiment, c'est très global, c'est primaire. Ça, c'est plus spécifique, c'est secondaire. Ça, c'est encore plus petit, donc je vais le mettre plus en tertiaire. Et c'est là aussi où tu réfléchis comment les choses, elles s'imbriquent. C'est pas, des fois, ça vient pas immédiatement. C'est à force de l'exercice. Manon, la première fois qu'elle a fait ça, elle a mis, je dirais, un bon 10 jours avant de réussir à déterminer la bonne hiérarchie de page. Et puis, des fois, même, elle commence et elle se dit, ah non, en fait, ça, finalement, c'est pas un PAA, c'est trop gros, je vais le mettre en tertiaire. Paf, elle rebouge le truc. Et c'est OK. C'est OK de modifier. Et en fait, c'est à force comme ça de faire l'exercice de hiérarchiser que ça vient plus naturellement pour les prochains shotguns. Alors, j'avais une question justement, tu vois, vu que tu viens de dire ça, je pense que ça rejoint un peu le changement des slugs, des URL. Parce que justement, si des fois tu réadaptes un peu
le flocon, est-ce que les changements d'URL peuvent être Pas de confirmés? changement d'URL théoriquement parce que ton flocon, c'est vraiment plus purement comment je vais structurer typiquement l'intérieur de mon article en information. Mais ton URL, au final, ça reste toujours plus ou moins ta question. Ta question, elle change pas en fait. Que c'est juste que finalement, tu te rends compte que tu as peut-être moins à dire ou plus à dire. Mais au final, ton URL, il change pas. Et dans le pire des cas, bah, si ton slug, il change, bah, tu as vite fait de faire une petite 301. Et puis voilà, l'idée, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de duplicate. Ouais, exactement. Alors là, question un peu bateau, mais je te laisse y répondre. Combien d'articles faut-il faire pour avoir ces résultats? Alors, je veux la réponse d'un SEO classique, s'il te plaît. Ça dépend. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore cette réponse du SEO Ah oui, classique. mais Donc là, ça c'est dépend. vrai, pour celle-ci. En fait, ça. Alors, je dirais que c'est sûr que si tu n'as que 3 articles, on ne peut pas vraiment appeler ça un shotgun. Mais voilà, en fait, tout dépend encore une fois de ta thématique, du nombre d'articles que tu vas trouver. Et j'avais vu justement une question un petit peu plus loin qui disait à partir de quand on définit quand est-ce que ça s'arrête une thématique. En fait, ça s'arrête quand tu as vraiment tout fait. Mais vraiment, tu es là, tu te grattes la tête en mode je peux encore écrire un truc sur le sujet. Mais vraiment, tu as tout balayé. Mm. Tu peux plus rien aborder, tu as torché le truc. Donc en fait, faut juste que tu ailles au bout du bout de tout ce que tu peux trouver. Et en réalité, dans les PA de Google, il y a de la ressource. Hein. Tu peux vraiment en chercher. Et enfin voilà, donc pour avoir les résultats, on va dire que bon, on a certaines strates où on arrive quand même à avoir des plus 15, plus 20%, et on a peut-être quoi 6-7 articles seulement, donc c'est pas tant que ça, et pourtant on arrive déjà à avoir des bons résultats. Mais c'est sûr qu'au plus vous en aurez, au plus bah, forcément derrière vous aurez d'opportunités de faire croître vos performances. C'est ça, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qui va jouer, c'est la concurrence. C'est tout ça qui va déterminer un petit peu. Si tu es sur un mot-clé ultra concurrentiel, c'est sûr que, comme a dit Amandine, si tu fais que 3-4 articles, c'est pas ça qui fera la différence. À contrario, il y a des thématiques où tu vas pouvoir en faire 40 tellement il y a d'idées, tellement il y a de choses à dire, et même avec des fois plusieurs niveaux de profondeur. Donc voilà, ce qui va déterminer, c'est surtout la concurrence en gros. Si c'est un mot-clé très concurrentiel, le plus d'articles possible, comme elle a dit, d'épuiser au maximum, ça sera le mieux, hein, forcément. On en avait une petite dernière. Alors, je vous présente mon ancien assistant, Alexandre. Salut Alex. Pourquoi ne pas dire directement faire de ton article primaire celui de ton hub ou inversement? Que ton Alors, article bah, principal n'est pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même vocation. En fait, l'article primaire, lui, il a vraiment vocation à se référencer. En général, votre article primaire, c'est vraiment la question, les mots-clés phares que tout le monde va chercher par rapport à cette thématique. Donc là, typiquement dans le casque, comment choisir son casque. Donc, lui, tu veux vraiment, vraiment, vraiment te positionner dessus. Donc, tu vas vraiment toucher à tout. Mais le truc, c'est que le hub, des fois, bah, pour le peu que tu aies un shotgun qui soit immense, que tu aies une thématique immense, tu vas noyer ton jeu si tu fais trop de liens. Tu vas avoir trop de liens partout et du coup, tu vas diluer forcément la puissance que tu envoies aux articles secondaires et tertiaires. Et du coup, bah forcément, derrière, tu ne vas pas avoir les résultats escomptés. C'est pour ça qu'on distingue vraiment le primaire et le hub. Le hub, référencement, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec vos mots-clés, etc., à tout prix. Lui, son but, c'est vraiment maillage. Il est juste placé à des endroits stratégiques pour faire circuler le crawl jusqu'aux dernières pages de votre stratégie. Mais voilà, donc il y en a un, c'est vraiment référencement, et l'autre, c'est le maillage. Alors évidemment, vous aurez du maillage à l'intérieur de votre article primaire, mais pas aussi important que celui du hub. Parce que vraiment, votre article primaire, lui, le but, c'est d'aller chercher les mots-clés les plus difficiles de votre stratégie avec. Et du coup, si ton article principal est construit, ça éviterait un doublon. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, du coup, votre hub, vous pouvez très bien lui donner un titre qui n'est pas focus SEO, quoi. Nous, souvent, on choisit un truc du genre tout savoir sur un truc qui est vraiment très bateau, où je sais que ça, vraiment, pour se positionner dessus, il n'y a vraiment aucune chance. Mais enfin voilà, ça fait le lien entre tout et c'est vraiment l'objectif. Et autre chose aussi que j'ai pas dit et qui est très important parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'article hub, ce n'est pas moi qui ai inventé cette notion-là. Moi, je la dois à mon mentor qui s'appelle Aurélien Bardon
qui tient une agence du coup dans le Nord qui s'appelle Aseox. Et voilà, j'ai énormément appris de lui et cette strat, je lui dois beaucoup. Salut Aurélien. On a l'habitude de le voir. Il est un peu plus discret ces derniers temps, mais on Oui. a on a encore du temps, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour le coup, on va profiter qu'Amandine soit encore disponible. Quand tu as une seule thématique sur tout site, comment peut-on faire pour réussir à se renouveler? Bon, là, c'est très compliqué quand même. Ouais, après, peut-être approfondir, parce qu'une seule thématique, là, par exemple, on est dans la moto, donc on peut appeler ça une thématique, mais il y a les casques, il y a les gants, il y a... Non, mais alors, par exemple, je pense à donc, ceux qui m'ont suivi la semaine dernière à l'Ecom Day savent que à côté, je travaille sur le projet de ma belle-sœur Pauline, qui, elle, est dans le sac en crochet. Bah, le Oui. sac en crochet, il n'y a pas 36 000 trucs à dire. Là, oui. Soyons honnêtes, c'est très, très, très limité. Alors, euh, on essaye là, par exemple, pour Pauline, bah forcément, il y a des articles un peu sur comment faire son sac en crochet soi-même. Mais à mon avis, on va aller chercher aussi beaucoup d'articles un peu plus lifestyle, justement, des articles qui sont un peu plus complémentaires plus que intermédiaires, parce que bah, des fois, quand il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de mots-clés et c'est tout, il n'y a pas de besoin. Mais il y a peut-être encore moyen d'aller approfondir ça autrement avec d'autres types d'articles qui peuvent servir un peu votre com. Donc voilà, il y a toujours moyen d'aller faire des petits partenariats comme ça pour aller faire grossir un petit peu. Mais en général, quand vous avez épuisé vos thématiques, vous avez épuisé vos thématiques. Ou alors, bah, au pire, si vous arrivez à identifier potentiellement un autre cocon qui est proche, ben voilà, pourquoi pas essayer. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que dans toute stratégie, il y a des pages cibles qui sont au cœur. Si vous n'avez aucune page business à mettre au centre de vos articles, bah, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Et en SEO, c'est important de choisir les bonnes batailles. Yes. Et pour le coup, c'est ça, parce que je pense que une seule thématique, oui, mais justement, si la thématique, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, entre guillemets, c'est une thématique qui ne doit pas forcément être très concurrentielle, je pense. Là, Ouais. si on est sur des thématiques concurrentielles, logiquement, il va y avoir quand même pas mal de choses à dire. Le multilangue, tiens. Ah, alors le multilangue, c'est très particulier. Alors, quand on fait une stratégie édito avec Manon, on la pense forcément pour un pays. Et après, bah, quand on doit l'exporter pour l'Espagne, pour l'Italie, c'est une toute autre question. Parce que d'un pays à un autre, vous n'avez pas déjà les mêmes lois, la même perception du produit et les mêmes règles sociales, pas forcément les mêmes moteurs de recherche ou des choses comme ça, les mêmes comportements derrière. Et du coup, bah, considérez que vous devez tout faire de zéro. C'est-à-dire que, alors moi, je suis pas hyper adepte je prends un article, je le traduis et basta, parce que pour moi, l'article, c'est de l'informationnel, donc ça doit être très, très, très adapté au comportement de recherche du client. Et d'un pays à un autre, c'est dingue les diversités des fois qu'on peut avoir. Je vais vous donner un excellent exemple. Cette fameuse stratégie sur la bière sans alcool que j'avais fait pour la France, je l'ai faite également pour l'Italie. Donc, j'avais recherché ma liste de mots-clés pour l'Italie. Et dedans, j'ai été surprise de voir des mots-clés qui n'apparaissaient pas du tout dans la France, qui est dangereuse pour le foie et la prostate. Donc, j'étais en mode, ok, bizarre, mais pourquoi pas. Et je cherche des idées de contenu à côté. Et en effet, j'avais énormément d'idées sur la bière sans alcool est dangereuse pour le foie et nocive pour le foie et la prostate. Et j'étais en mode, waouh, mais en fait, c'est quoi cette vision de la bière sans alcool? Et du coup, je suis allée voir mon collègue italien et j'en ai parlé avec lui. Et je me suis rendu compte que la perception de la bière sans alcool entre la France et l'Italie était complètement différente. En France, tout le monde voit ça en mode la solution miracle pour les alcooliques et les femmes enceintes, un peu vraiment dans l'abus, quoi, en mode c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et en Italie, c'est en mode non, non, mais on ne connaît pas du tout, c'est un peu comme la cigarette électronique, c'est très dangereux, il y a plein d'études, donc du coup, vous évitez. Et du coup, tu es en mode mais je ne peux pas du coup juste prendre mes articles en français et les traduire, c'est pas possible, c'est pas la même perception. Donc en fait, moi, je publie ça, les Italiens vont me dire mais que pas ça, n'importe quoi. Donc, du coup, on a dû tout réadapter la strat. Forcément, la liste des articles était complètement différente. La liste de mots-clés, on a réassocié ça différemment et on a fait développer ça par une agence parce que forcément, on pouvait pas. C'est pareil, on n'avait pas l'intérêt de développer l'article en français et après de le traduire. En français, ils n'ont pas cette perception-là. Donc, en fait, pour le multilingue, juste. Pareil, vous faites l'étude de mots-clés, vous allez chercher les idées de contenu. Si vous voyez que c'est similaire à la France, pas de problème, vous faites la traduction.
c'est nickel. Si par contre vous voyez que il y a des différenciations, que ce soit au niveau social, culturel ou législatif aussi, il faut faire attention également au légal, stop, vous faites les modifications qu'il faut pour s'adapter au pays. Et puis même, hein, au-delà de ça, la perception, ça c'est sûr, mais même le mot-clé en lui-même, on le voit souvent avec les langues slaves ou même plus du Nord, les langues comme ça. Des fois, le mot-clé, si vous le traduisez, il n'est pas du tout le même en Ouais. allemand, en Pologne, un peu la Suède, la Finlande aussi, souvent. Pareil, j'ai eu un cas comme ça il y a quelques années. On travaillait sur le style de bière, le stout, donc c'est un style de bière noire, très torréfié, tout ça. Et je devais exporter cette stratégie-là pour les Pays-Bas. Et du coup, je parle pas du tout néerlandais. Autant italien, je le parle, mais pas du tout néerlandais. Et du coup, je mets mes mots-clés dans DeepL. Et là, je claque une barre et je montre à mon collègue, je fais non, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, stout, si tu en néerlandais, ça veut pas dire forcément stout, genre le style de bière. C'est ça. Ça veut dire aussi coquine, mais du genre, Voilà. t'as été très vilain. Très, avec dimension très sexuelle, quoi. Et j'étais en mode, oh non, mais ça va être compliqué, là. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, on a vite fait de se faire avoir, hein. Donc, quand vous travaillez un mot-clé, assurez-vous que dans les autres langues, ils se disent bien de la même manière et que c'est Vraiment. pas une autre définition, effectivement. J'avais celle-là qui était pas mal, parce que c'est un sujet aussi où on parle tout le temps, sur l'indexation, ce genre de choses. Vu que là, tu parles d'un gros niveau de profondeur, est-ce que tu fais des choses là-dessus? Mais moi, la question, c'était un peu plus loin. Est-ce que tu avais un système de vérification? Est-ce que toi, tu utilisais des outils d'indexation? Tu vois, ce genre de choses. Oui, on travaille avec OnCrawl. Donc voilà, quand c'est comme ça, on peut mettre un système de monitoring et d'alerting en place pour s'assurer justement qu'au fur et à mesure, c'est bien crawlé et indexé. De toute façon, nous, on a toujours pour process de dès qu'il y a un article qui sort, on fait l'indexation manuelle sur la Search Console. On demande systématiquement l'indexation pour accélérer les choses et dire bien à Google, hey, on On a est mis un là. truc en ligne. Mais non, franchement, on n'a jamais eu de soucis de crawl. Et pourtant, je peux vous dire que sur le site de Motoboost, vu la taille, on a des gros soucis de crawl budget, mais pas sur la partie stratégie édito. Parce que franchement, mais au max du max, on arrive en profondeur 4 sur tous les articles. Et vraiment, mais moi, c'est à partir de la profondeur 5, 6 que là, vraiment, j'ai des trous dans la raquette. 4, en général, on est bon. Donc, non, en réalité, ça fait pas trop de profondeur. Ça va.